Ofer Brandstein, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1, président et cofondateur du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Alors évidemment, on va en revenir dans un instant sur la proposition d'Emmanuel Macron, la reconnaissance d'un État palestinien. Mais d'abord, évidemment, on est obligé de commenter l'actualité. Ofer Brandstein, Israël qui a donc déclenché cette guerre avec l'Iran. L'Iran qui était sur le point, semble-t-il, de se doter de l'arme nucléaire. Comment vous analysez la situation ce soir, sachant qu'Israël est en ce moment en train de bombarder l'Iran, et l'Iran qui a promis aussi une réplique importante ce soir. On est dans le dur de la guerre, là, Ofer Brandstein. Comment vous analysez la situation ? Je vais vous donner une petite anecdote qui dit très bien ce qui se passe. C'est que il y avait une délégation de journalistes que j'ai fait venir à Paris pour une autre conférence sur la paix hier. Ils devaient rentrer une partie aujourd'hui, une partie demain, et l'impasse aérienne d'Israël est fermée. Aujourd'hui, on a reçu un message du patron du transport en Israël en leur disant que ça risque d'être pour plusieurs semaines. C'est-à-dire que l'espace aérien d'Israël risque d'être fermé pendant plusieurs semaines. Ce qui veut dire que la situation, que malheureusement c'est pas fini bientôt, et que la situation risque de s'aggraver, et que les Iraniens peuvent riposter d'une façon encore plus virulente et plus meurtrière. Et écoutez, tout le monde sait depuis très longtemps que les Iraniens développent une arme nucléaire. Pour dire, honnêtement, moi, j'ai jamais compris la logique des ayatollahs. La monnaie iranienne a été dévaluée dramatiquement. Il y a un taux de chômage très important. On connaît tous les conditions des femmes et des minorités en Iran. La situation sociale et économique en Iran est catastrophique. Et ils mettent des milliards et des milliards et des milliards pour développer une arme nucléaire et pour armer leur proxy. Le Hezbollah, les Houthis au Yémen et le Hamas. Il n'y a pas vraiment de logique à ce que fait le régime iranien. Et le paradoxe le plus important, vous savez, c'est paradoxal, mais l'Iran a été le premier pays musulman à reconnaître l'État d'Israël. Oui, c'est incroyable. Oui, vous avez raison de le rappeler, Ofer Brandstein. Vous avez raison de le rappeler. Oui, il y avait une ambassade iranienne à Tel Aviv après la création de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, c'est l'État le plus belliqueux, le plus menaçant pour Israël. Moi, je comprends. Pour Israël et peut-être aussi pour le monde occidental, parce que c'est eux qui tirent les ficelles et qui financent aussi les terroristes qui vont poser des bombes chez nous. Oui. On est d'accord, Ofer Brandstein. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire en substance, que ça nous arrange aussi peut-être un peu la France, qu'Israël fasse le sale travail ? Écoutez, je sais pas si la France ou le monde occidental, pas que nous d'ailleurs. Écoutez, ce qui a commencé avant-hier ne pouvait pas se faire sans l'aval des Américains. Pas seulement une aval politique en disant... Mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que ça nous arrange, nous, le monde occidental ? Non, ce que je voulais dire, c'est que bien sûr que le monde occidental est visé par ces groupes terroristes. Oui. Et le monde occidental, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, soutient Israël. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un des dirigeants du monde occidental dire aux Israéliens, arrêtez, vous déconnez, c'est pas bien. Au contraire, tout le monde dit, Israël a le droit de se défendre pour protéger sa sécurité. C'est intéressant. Le président Macron a parlé de protéger sa sécurité, pas de se protéger contre les attaques, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'attaque, mais la sécurité d'Israël, la vie même d'Israël, était compromise par les menaces. Vous voulez dire quoi quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'attaque ? Non, il n'y a pas eu d'attaques qui ont provoqué ce qu'Israël a entrepris avant-hier. Toutes les attaques contre Israël, indirectement par l'Iran, c'était par leur proxy. Mais ce qui est évident, c'est qu'Israël est la première menacée. Les Iraniens menacent d'exterminer l'État d'Israël. Mais c'est évident qu'ils sont en finançant, en encourageant, en armant et les organisations terroristes. Ils sont un danger pour Paris, ils sont un danger pour le monde occidental et pas seulement le monde occidental. N'oubliez pas que ils ont beaucoup de différends avec le monde arabe. Les Iraniens sont pas des Arabes. Les Iraniens sont des Perses. Les Iraniens sont des Chiites. Et tout le monde sunnite n'aime pas tellement les Iraniens. Donc je crois que le monde arabe aussi a pas mal de problèmes avec les Iraniens. Et la dernière fois que l'Iran a attaqué Israël, au mois d'avril et au mois d'octobre, c'est des pilotes français qui ont intercepté une partie des missiles. C'est des pilotes américains qui ont intercepté, c'est des pilotes anglais qui l'ont fait. Il y a eu quatre pays occidentaux qui étaient impliqués directement contre l'Iran, et il y en avait deux
deux Arabes, les Jordaniens, qui étaient mêlés et qui ont intercepté, je crois qu'ils l'ont fait aussi hier, des missiles iraniens, et les Saoudiens qui avaient donné de l'information aux Israéliens. Peut-on dire que la France aide Israël en ce moment militairement? C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, qui prêterait main forte à Israël si la sécurité d'Israël était menacée. Est-ce que militairement, la France agit pour empêcher peut-être certains missiles balistiques de toucher le sol israélien? À ma connaissance, la France n'a pas fait ce qu'elle avait fait au mois d'octobre et novembre, c'est-à-dire mettre des avions en l'air pour intercepter des missiles iraniens. Je n'exclus pas que ce soit fait prochainement, mais il a dit quelque chose d'autre qui n'a pas été dit auparavant. Si des ressortissants français seront menacés, il n'exclut pas un redéploiement de militaires, c'est-à-dire sur le terrain. C'est ce qu'il a dit au président iranien tout à l'heure par téléphone. Il dit attention. Fais attention à toi, si tu touches à des Français, ça va pas être bon pour toi. Maintenant, des ressortissants français, vous savez combien on a en Israël? Alors, est-ce qu'il parlait des ressortissants français à Paris? Est-ce qu'il parlait des ressortissants français qui vivent en Israël? Est-ce qu'il parlait des ressortissants français qui vivent dans un autre pays? Je ne sais pas. Mais de tous les ressortissants français. J'espère. Le président devait parler au nom de tous les ressortissants français, qu'ils soient en Israël ou ailleurs. Je pense aussi, oui. Donc, le président iranien doit prendre en compte que, moi je pense que cette opération a été voulue par Israël en accord avec les États-Unis pour obliger les Iraniens à revenir à la table des négociations. Les Américains ont compris qu'il est tourné en bourrique depuis quelques semaines. Le message est clair. Soit vous revenez à la table de négociation, vous oubliez de votre programme nucléaire, et nous, on rouvre les portes de l'Occident aux Iraniens et à nos entreprises, et soit vous allez voir ce que vous allez revoir. Israël est en train de leur donner... Une correction. Oui, et c'est une grosse correction. Et c'est de l'apéritif. Parce que si Israël n'arrive pas à ses fins, elle ne peut pas arriver à ses fins pour détruire les possibilités nucléaires des Iraniens, elle n'a pas les bombes nécessaires pour ça qu'on sait très profond dans les seuls qui les ont, c'est les Américains, c'est des bombes de 6-7 tonnes. Il n'y a que les Américains qui ont les avions pour pouvoir les transporter. Donc, si les Américains décident de faire vraiment de détruire, ça va être un autre ballgame, ça va être un autre jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, Israël a touché à des mines de gaz. Parce que la crainte de tout le monde, c'est que on touche au pétrole. Même des Américains, parce que ça va faire augmenter obligatoirement le prix du pétrole, personne n'en veut. Les Chinois consomment de 20 à 30% de pétrole iranien, donc les Chinois aussi disent attention, ne touchez pas à notre pétrole. Et les Israéliens ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, ils ont donné un signal aux Iraniens en touchant le gaz. Alors les Iraniens, on parle surtout du régime des mollahs, parce qu'on a une pensée aussi pour la population iranienne qui n'en peut plus de son régime des mollahs. Moi, quand vous dites effectivement ça, on était, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, parce qu'on était en ligne tout à l'heure avec une Française, je crois, qui vit en Israël, et qui nous racontait son quotidien à Tel Aviv, la peur, les missiles balistiques, et la nuit encore extrêmement difficile qu'elle allait passer, elle et sa famille. C'était l'illustration de ce que vivait la population. Mais il ne faut pas oublier la population iranienne, qui, elle, n'est pas protégée par des abris, ni même par son régime, et qui risque effectivement de payer un très lourd tribut. Vous avez raison de le signaler. Avant-hier, le Premier ministre israélien Netanyahou a donné une conférence de presse en expliquant que lui voulait en fait que le régime iranien, les ayatollahs, disparaissent de la circulation et que les Iraniens qui n'en veulent pas puissent reprendre le pouvoir. Les Iraniens ne pourront pas reprendre le pouvoir, ne pourront pas soutenir les attaques contre l'Iran s'il va y avoir ce qui s'est passé à Gaza, c'est-à-dire des milliers et des milliers de citoyens et de civils innocents iraniens qui vont être touchés. Là, il risque d'avoir un revirement de situation où les Iraniens vont dire non. Les ayatollahs sont les seuls à nous Gaza à l'Iran. Non, mais je dis qu'Israël doit faire du chirurgical, si je peux me permettre, essayer d'éviter de toucher la population civile iranienne, parce que si elle est touchée d'une façon importante, je suis certain qu'il y a malheureusement des malheureux innocents iraniens qui ont été touchés ces derniers jours, et je le déplore. Mais si ça va être important, ça risque de changer la donne. Et le peuple iranien risque de, encore une fois, soutenir les ayatollahs, parce qu'il sentira qu'il n'est pas protégé. Donc, je pense que les Israéliens en sont totalement conscients, et qu'ils vont tout faire pour éviter
des frappes qui touchent sur la population. Ofer Bronstein, un mot évidemment sur Gaza. Emmanuel Macron a évoqué hier soir. Alors dans son discours, il a dit d'un côté que la France soutenait Israël dans son droit à se défendre, et d'un autre côté, il a évoqué à nouveau la reconnaissance d'un État palestinien. D'abord, la situation entre Israël et l'Iran ne remet-elle pas un peu les choses à plat, ou est-ce que ça entrave pas ce processus? Au contraire. Je pense qu'au contraire. Étant donné que l'Iran, c'est les pyromanes de la région, et qu'ils utilisent la cause palestinienne pour expliquer leur volonté de détruire l'État d'Israël. Parce qu'Israël n'a jamais menacé l'Iran. Mais étant donné qu'ils se rendent que le sionisme, etc., ils le font au nom de la cause palestinienne. Comme certains pyromanes ici en France. Au nom de la cause palestinienne, ils appellent à la violence. Et ça, c'est absolument inadmissible. Si on arrive à faire revenir les Iraniens à la table des négociations, ou à ce qu'il y ait un changement de régime en Iran, ça va apaiser la région. Ça va permettre à l'Iran de revenir dans la famille des nations, et pourquoi pas, plus tard, de reconnaître, moi j'espère qu'un jour, j'y crois profondément, qu'un jour, vous savez, le peuple iranien, c'est celui qui ressemble le plus aux Israéliens. Et moi j'espère un jour que c'est une civilisation exceptionnelle, l'Iran. Bien sûr. Et le peuple iranien est magnifique, et sa langue est sublime. Je parle même pas de la gastronomie ou de la musique iranienne, qui sont les prédécesseurs. Les Iraniens ont inventé les mathématiques. Et donc j'espère que le peuple iranien, un jour, sera en paix avec le peuple israélien et avec tous les peuples de la région. Donc ça renforce encore une fois notre volonté de permettre aux Palestiniens d'avoir une souveraineté, d'avoir de l'indépendance, de retrouver leur liberté. C'est ce qui garantira en fin de compte la sécurité d'Israël. Mais c'est vrai, mais alors Ofer Bronstein, le problème, c'est la liste évoquée par Emmanuel Macron pour que les conditions soient réunies afin que un État palestinien soit reconnu. Mais sauf que cette liste, on n'y est pas du tout. Il faut que le Hamas soit tombé, il faut pouvoir parler à des dirigeants politiques qui prennent le pouvoir. Alors apparemment, vous n'avez pas lu la lettre que le président Mahmoud Abbas, le patron de l'autorité palestinienne. Mais est-il vraiment soutenu par les Palestiniens? Peut-il vraiment reprendre la main, Mahmoud Abbas? Écoutez, Mahmoud Abbas a 89 ans. Il ne cherche pas à rester au pouvoir. D'ailleurs, il le dit dans sa lettre. Dans un an, il y aura un changement de pouvoir, il y aura des élections. C'est une partie des conditions de la communauté internationale, qui est une réforme institutionnelle auprès des Palestiniens. Et il le dit dans sa lettre. Je m'engage à que... Mais je pense que Mahmoud Abbas, le respect que j'ai pour lui, c'est qu'il n'a jamais soutenu le terrorisme. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été touché par Israël. Mahmoud Abbas condamne le Hamas d'une façon virulente dans sa lettre sur le 7 octobre. Le Mahmoud Abbas appelle à la libération des otages, et il ne faut pas l'oublier, il y a des otages à Gaza que le conflit avec l'Iran ne devra pas nous faire oublier. Mahmoud Abbas... Une soixantaine d'otages encore, israéliens. Il y a plus que 50 otages. Ouais. Apparemment, il y en a une vingtaine qui sont encore en vie. J'espère qu'il y en a plus. Malheureusement, il y en a trop qui sont morts. Mahmoud Abbas dit qu'il faut libérer les otages. Il dit au Hamas, jetez vos armes, ça marchera pas. Et il dit que le prochain gouvernement palestinien sera sans le Hamas. Plus, il s'engage à ce que le futur État palestinien soit démilitarisé. Donc il donne des grands. Il y a des choses qu'il n'a pas dit. Il y a des choses qu'on voudra voir. Mais ce qui est intéressant avec la reconnaissance d'un État palestinien, c'est qu'on décide de changer le paradigme. Le paradigme a toujours été depuis Oslo, depuis Madrid, en 92, on va négocier. Israël et les Palestiniens vont négocier, et au bout de ces négociations, il y aura la création d'un État palestinien. Même le Premier ministre Netanyahou l'a reconnu. Jusqu'au 7 octobre, il disait, moi je suis pour la solution des deux États, pas seulement la gauche israélienne. Et toute la communauté internationale, même Donald Trump le premier, l'avait dit. Kouchner, son beau-fils, a fait tout ce qu'il pouvait dans le cadre des accords d'Abraham pour qu'il y ait une reconnaissance d'un État palestinien. Le paradigme a changé maintenant, c'est qu'on dit, vous savez quoi? Tout d'abord, on reconnaît un État palestinien, il n'aura pas de frontières, il n'aura pas de capitale, les problèmes virulents qui sont les réfugiés et la sécurité des frontières seront discutés après entre Israéliens et Palestiniens. Mais ce qu'il permet aux Palestiniens de faire, c'est de regarder les Israéliens d'égal à égal, d'avoir leur dignité retrouvée. Vous savez, on pense que le problème entre Israéliens et Palestiniens est territorial. Moi qui fréquente depuis 45 ans les Palestiniens, il n'est pas seulement territorial. Il y a une frustration terrible. Il y a une humiliation très importante. Si on rend un peu de dignité aux Palestiniens, si on les respecte, si on leur donne vraiment
le sentiment réel qu'ils sont égal à égal aux Israéliens, je pense qu'on aura fait de grands pas vers la paix. Juste un mot, pourquoi se sont-ils inférieurs, Ofer Bronstein? Parce qu'on fait tout pour qu'ils se sentent inférieurs. Mais qui ont? Mais je vais vous dire oui. Donc, moi, je pense que le plus grand drame d'Israël a été la victoire de 67. C'est paradoxal. La plus grande victoire de l'État d'Israël, en 6 jours, ils éliminent toutes les armées arabes, pas seulement une, mais toutes, en 6 jours. Et ils prennent possession des territoires. Je vais vous dire une anecdote. À l'époque, celui qui était Premier ministre en Israël était Lévi Eshkol, qui à mon avis est un des meilleurs Premiers ministres d'Israël, on l'oublie. Et les militaires et le ministre de la Défense de l'époque, c'était Dayan pour Israël, et Yitzhak Rabin, qui était le chef d'état-major, viennent le voir, il lui dit, voilà, on a récupéré le mur de lamentation, on a maintenant les territoires. Et sa première réaction était tellement sage. Il a dit, pourquoi faire? Non, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et je pense que ça, c'est le plus grand drame de l'État d'Israël. L'État d'Israël et les valeurs du peuple juif, on n'est pas là pour dominer notre peuple. On n'est pas là pour perdre nos valeurs. Et quand je vois certains dirigeants, aujourd'hui dans le gouvernement israélien, je n'ai rien en commun avec eux en tant que juif et en tant qu'israélien. Ce sont des ennemis du peuple juif, ce sont des ennemis des Israéliens, et c'est eux qui mettent de l'huile sur le feu et permettent à beaucoup d'antisémites de lever la tête comme on le voit aujourd'hui. Et c'est très préoccupant d'ailleurs, cette montée d'antisémitisme inacceptable. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui des forces militaires doivent être 3 fois plus importantes aujourd'hui devant une synagogue, un centre communautaire juif. C'est quoi ça? Pourquoi on doit protéger nos ressortissants de cette façon-là? Moi, le taxi qui m'a amené ici tout à l'heure m'a dit qu'il y a quelques jours, et c'est un musulman, il m'a dit il y a quelques jours, il a accompagné une femme juive à sa maison, et la femme juive lui a dit, je vous demande, monsieur, restez pas loin de la voiture, ne partez pas tant que je suis pas rentré chez moi. Cette pauvre femme juive avait peur de rentrer dans son immeuble. C'est inadmissible ce qui se passe en France aujourd'hui. Inadmissible. Motivé par une certaine gauche qui agite des drapeaux palestiniens et des mairies. La mairie de Saint-Denis, vous avez vu la mairie de Saint-Denis, je crois, qui agite des drapeaux palestiniens. Mais moi, j'appelle la mairie de Saint-Denis de garder son drapeau palestinien, mais de mettre à côté un drapeau israélien. Ça serait une bonne chose. Moi, j'appelle tous ceux qui condamnent aujourd'hui l'État d'Israël et qui, d'une façon fourbe, soutiennent le Hamas, de faire des efforts pour soutenir aussi la paix. Parce qu'ils soutiennent pas la paix, ils soutiennent la guerre. Le petit navire de plaisance. Par une, excusez-moi l'expression, une fille de pub, parce que ce qu'elle voulait, c'est de la provocation et une attention médiatique. Elle ne sert pas le peuple. Les Palestiniens me disent, elle ne sert pas. Elle ne sert pas notre cause. Elle incite à la violence. Elle met de l'huile sur le feu. C'est une pyromane. Donc, vous savez, je l'ai appelé plusieurs fois à avoir un dialogue pour la paix, pas pour. Elle refuse de venir dialoguer avec moi parce que. C'est honteux. Bah oui. C'est honteux. On refuse pas de venir discuter avec vous, Ofer Bronstein. Je suis désolé, président et cofondateur du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Yerim Hassan ne veut pas venir discuter avec vous. Ça, vous voyez, elle a peur. Elle a peur. Mais bien sûr, elle a peur. Enfin, ça, c'est non, Charlotte Dornelas. Elle a peur. Mais non, mais c'est quand même dingue, ça. Parce qu'elle ne veut pas parler de paix. Elle veut inciter à la guerre et à la violence. S'il y a des femmes, elle est soutenue par qui, cette femme? Au niveau financier? Oui. Ben, moi, je sais pas, je vous dis ce qu'on a dit. On a dit que c'était le régime d'Assad qui les a soutenus. C'est vrai que je crois que c'est son père qui est d'origine syrienne. C'est vrai que quand Assad était au pouvoir, elle rentrait et sortit de la Syrie, ce qui n'était pas facile pour tout le monde. Donc je sais pas si elle avait des relations avec le régime d'Assad ou pas. Ce que je sais, c'est qu'elle aujourd'hui met de l'huile sur le feu. C'est une pyromane. Elle ne pas condamner Israël, elle ne fait rien pour la paix, parce que les Palestiniens veulent la paix. Ils ne veulent pas que les Israéliens soient condamnés. On fait pas un concours de qui est la victime la plus importante. Il faut qu'on fasse un concours de celui qui veut la paix le plus. Elle fait un concours de celui qui va être le plus violent. Et malheureusement, je pense que pas mal de juifs en France se sont menacés à cause de femmes comme elle. De Yerim Hassan, de Jean-Luc Mélenchon, de LFI. Moi, je prononce même pas leur nom. Vous ne prononcez pas leur nom. Non. Non, mais c'est vrai que la montée de l'antisémitisme, je voudrais, Charlotte Dornelas, peut-être un mot, c'est passionnant ce que raconte Ofer Bronstein. Passionnant, effectivement, au niveau international, au niveau aussi national, cette montée de l'antisémitisme, parce qu'aujourd'hui, ces répercussions, cette guerre, elle aura des répercussions de toute manière, pas qu'en France, en Europe, aux États-Unis, ailleurs. États-Unis. Oui.
les personnes se font tuer. Ouais, Charles Dornelas. Non, mais c'est intéressant à 2 titres, parce que la première chose, c'est que je réagis par rapport à la France Insoumise ou affiliée, qui génère par une importation extrêmement binaire une détestation de personnes qui n'ont rien à voir avec un conflit qui se passe à des milliers de kilomètres, on le dit depuis 1 an et demi, plus même. Et ça, c'est une certitude. Et il y a une autre tentation, et c'est pour ça que je trouve votre intervention intéressante, c'est de répondre à la binarité de LFI par une autre binarité, c'est-à-dire se dire LFI est tellement binaire qu'on va prendre la position adverse. Et vous avez réussi à apporter de la complexité dans un dossier qui est éminemment complexe et qui, je pense, en a perdu beaucoup dans le commentaire ces 2 dernières années. Donc pour ça, c'était intéressant pour les 2 titres. Mais Charles, permettez-moi, c'est pas moi qui prends la position adverse. Non, justement, c'est eux qui prennent la position adverse qui est la mienne, Charlotte Dornelas, qui a toujours été. Mais oui, je comprends. Que c'était modéré, que absolument. Votre parole avait du poids. Moi, je milite depuis 45 ans. Je suis le seul Israélien qui a aujourd'hui un passeport israélien, un passeport français et un passeport palestinien. Je toujours milité pour la cause palestinienne, mais qui n'est pas contre Israël. Moi, je suis un sioniste affirmé. Mais je pense que c'est dans l'intérêt d'Israël de voir un État de Palestine. Ces gens-là nuisent aux Palestiniens. Hier, on a réuni 300 Israéliens et 300 Palestiniens à Paris. Ils sont venus pour se parler, pour se connaître, pour envisager le futur. Oui, c'était pour. Non, mais justement, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, c'est que comment dire, la tentation de LFI, c'est d'expliquer que il y a des gentils et des méchants, et la tentation parfois en face de LFI, c'est de comprendre qu'il y a des gentils et des méchants et qu'ils sont inversés. Or, on comprend, et le Moyen-Orient, on le sait depuis très longtemps, que c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Et par exemple, votre mise en garde sur ce que pourrait devenir ce conflit iranien, avec des Iraniens qui, certes, sont opposés pour une partie d'entre eux au régime des Mollahs, mais qui sont aussi très nationalistes au sens absolument légitime du terme, et qui pourraient en effet refuser catégoriquement que la révolution, entre guillemets, soit entre les mains d'un quelconque État étranger, surtout s'il est américain, parce que la région a déjà connu ça beaucoup trop régulièrement. On a vu, avec les meilleures intentions du monde, une région se faire massacrer, des peuples perdre absolument tout. Et on vient pleurer 10 ans après en disant c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc alerte maximum, en effet, au moment au moment en effet de dire on va détruire une menace. La menace, on s'entend tous sur sa réalité, notamment la menace existentielle pour Israël, la menace tout court. Maintenant, c'est vrai que la volonté de Carpet Bongbim, on a vu depuis très longtemps que c'était pas une solution, que ça n'apportait jamais les fruits que l'on recherchait. Donc, comment est-ce que cette menace va être éradiquée dans les semaines, jours, mois qui arrivent? Là, c'est une évolution qu'il va falloir suivre avec, et c'est pour ça que je rendais hommage à votre prise de parole, avec la nuance et la complexité que ça mérite. Oui, c'est vrai que c'est très important. Je peux rebondir sur quelque chose qu'a dit Charlotte. Oui, moi, je veux rappeler justement que les Américains, dans les années 50, ont joué un rôle pervers en Iran. À l'époque où les Iraniens avaient des relations diplomatiques avec Israël, les Américains ont fait en sorte qu'un Iranien communiste et démocratiquement élu soit éliminé par la CIA pour justement mettre le Shah d'Iran. Et c'est ça qui a rendu les Iraniens. Ils avaient les boules, si je peux me permettre, et les Français qui ont reçu Khomeini pendant des années ici à Paris. Mais donc il faut pas. Vous avez raison, il y a des nationalistes iraniens. Ce ne sont pas des ennemis. Il ne faut pas s'insérer dans la politique intérieure iranienne. C'est le peuple iranien qui doit choisir. Mais il faut en aucun cas toucher au peuple iranien, même celui qui est nationaliste, en aucun cas. Adrien Matou. Je voulais rebondir sur ces remarques parce que je trouve qu'il y a quand même évidemment la menace existentielle que fait peser l'Iran sur Israël, elle est établie. Mais on a quand même un risque majeur avec cette décision de Benjamin Netanyahu de faire des attaques, de prendre l'initiative d'attaque. D'abord, c'est quand même le risque d'escalade. On n'en parle pas, mais ça, je crois que malheureusement, on y est déjà. Oui, mais potentiellement, l'Iran est potentiellement une puissance nucléaire, donc ça, c'est quand même un point. Ensuite, ça consacre quand même la loi du plus fort, c'est-à-dire que c'est quand même l'idée que il y a plus de droit international. C'est si je peux frapper un ennemi, je le fais. Donc si quand même, c'est ce qu'on a vu en Russie avec Vladimir Poutine, si cette logique se généralise, c'est quand même un risque de déclenchement de conflit. Et surtout, dernier point, il y a quand même un retour, je trouve, d'une logique un peu néoconservatrice. Donc, Charlotte en parlait tout à l'heure. De la gérance. C'est l'idée qu'on
parce qu'on voit que dans l'air, il y a quand même cette idée que peut-être qu'il y aura un changement de régime, mais sauf que la démocratie n'arrive jamais avec des missiles. Et quel serait le crédit, vous en parliez, M. Bronstein, quel serait le crédit d'un régime fantoche installé par les missiles israéliens et l'appui des Américains pour le peuple iranien? Il serait nul en réalité. Et au contraire, le régime des mollahs pourrait se servir de ce qui se passe pour dire, regardez, on est là, il faut se souder derrière nous. Il y a quand même un danger dans cette il ne faut pas toucher à la volonté du peuple iranien. Si demain ils veulent revoter pour les mollahs, c'est leur droit. Nous, on doit éviter qu'ils aient une bombe atomique et qu'ils appauvrissent leur peuple. Je ne comprends pas l'intérêt. Je vais vous dire par rapport à la cause palestinienne quelque chose qui me révolte. Les pays du Moyen-Orient ont dépensé l'année dernière 200 milliards de dollars en armement. 200 milliards. Pour reconstruire Gaza et pour donner un élan à la croissance d'un État palestinien, ça coûtera à peu près 75 milliards. Un tiers de ce que les pays du Moyen-Orient achètent en armes. Quelle logique! Cette guerre à Gaza, elle coûte plus que 250 millions de shekels, presque 60 millions d'euros, aux contribuables israéliens par jour. Par jour! Elle appauvrit aussi les Israéliens. Je ne parle même pas des Palestiniens. Le PIB en Israël est de 50 000 $ par an. Le PIB en Cisjordanie est de 3 300 $. Le PIB avant le 7 octobre à Gaza était de 1 000 $. C'est aussi la pauvreté et l'ignorance qui sont nos ennemis. C'est là-bas que le Hamas et les extrémistes ils vont s'abreuver. Ils se nourrissent de la pauvreté, ils se nourrissent de l'ignorance. Donc ça aussi, il va falloir qu'on combatte. Oui, il faut éradiquer le Hamas, disons les choses. On rappelle que le Hamas est un groupe terroriste. Oui. C'est lui qui tire les ficelles. Moins maintenant quand même. Oui, mais moi maintenant, mais quand même. Non, mais il y a aussi cette question-là. Il y a une question de politique intérieure en Israël qui se joue évidemment, notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza, qui est de plus en plus critiqué à l'intérieur d'Israël. Et Benjamin Netanyahou avait aussi besoin d'une porte de sortie par rapport à cette critique grandissante, on va dire. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais donc cette question iranienne, elle existe depuis bien avant le 7 octobre, évidemment. Elle se faisait de plus pressante ces derniers jours, notamment avec l'agence du nucléaire qui prévenait en effet de l'imminence de la possession de la bombe atomique. Mais pour le dire en d'autres termes, je veux dire, le retour en effet du néoconservatisme, c'est la pire nouvelle qui puisse arriver pour le monde entier. Bien sûr. Et encore une fois, il faut bien comprendre, quand je dis que c'est plus complexe que les gentils et les méchants, c'est que toutes les interventions qui se sont faites avec ces bonnes intentions-là ont été dramatiques. J'ai assez peu de sympathie pour l'URSS. Enfin, avoir fabriqué les talibans, c'était pas une bonne idée. J'ai assez peu de sympathie pour Saddam Hussein, mais fabriquer l'État islamique, c'était moyennement le but recherché, j'espère. La même chose avec Bachar al-Assad et l'inquiétude qui arrive aujourd'hui avec ce qui est en train potentiellement d'advenir en Syrie. Donc il faut faire extrêmement attention à ce que génèrent des interventions occidentales ou assimilées précisément dans la tête de peuples qui, eux, ont des intentions bien meilleures, en effet, que leurs régimes qui sont incivisés. Donc c'est pour ça qu'il y a une inquiétude qui est en effet et internationale à raison, au-delà de la question, évidemment, la question nucléaire, la question du transport du pétrole, on a vu avec le détroit qui appartient à l'Iran et qui pourrait bloquer, je crois que c'est 20%, je ne sais plus quel est, c'est ça, à peu près 20% de tout le pétrole qui arrive dans le monde. Donc là, c'est pareil. Le détroit d'Ormuz, beaucoup plus que 20%. Beaucoup plus que 20%, voilà. Donc il y a beaucoup d'implications qui peuvent arriver en effet dans nos vies, d'autant que personne ne sait aujourd'hui là quelle va être exactement la réaction de l'Iran. Certes, ils ont dit qu'ils iraient pas aux prochaines négociations avec les États-Unis. Bon, ça, on verra comment ça arrive dans les jours d'après. Non, mais là, il y a beaucoup de fierté. Non, mais il y a beaucoup de fierté aujourd'hui. Donc, en effet, je sais pas comment ils réagiront là-dessus dans les jours qui arrivent. En revanche, en effet, ils ont déjà annoncé qu'ils tenaient les États-Unis pour comptables des frappes israéliennes. Qu'est-ce qu'il adviendra du reste de l'Occident? Et est-ce que le ressort du terrorisme sera aussi une manière de répondre à l'Occident? Il y a beaucoup de questions qui se posent au-delà de la question de savoir si nous sommes inquiets du nucléaire iranien, ce que, en effet, menace établie. C'est pas un hasard qu'Israël ait décidé d'attaquer maintenant. Alors justement, l'ambassadeur n'a pas su me répondre. 61e jour. Oui, l'ambassadeur d'Israël en France. Le lendemain des 60 jours, non? Non. Non, mais pourquoi aujourd'hui précisément? Non, je ne sais pas si c'est aujourd'hui précisément. Mais je veux dire, ce moment-là, Netanyahou a dit que c'était prêt pour le mois d'avril, mais qu'il a dû repousser, j'ai pas compris pourquoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été fait aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que c'est avec la connaissance des Américains, parce que les Américains se sont rendus compte que les négociations ne menaient à rien, que les Iraniens les menaient en bourrique, et ils ont demandé aux Israéliens de faire pression
à mon avis, sur les Iraniens pour qu'ils reviennent à la table des Alors quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron, puisqu'on sait que les négociations ne servent à rien avec les Iraniens, de rappeler le président iranien, de lui dire de revenir à la table des négociations? Mais pourquoi ça mène à rien? Ben là, puisque... Pour l'instant, ça mène à rien. C'est ce que vous disiez, voilà, pour l'instant, ça mène à rien. Écoutez, Donald Trump, le premier, s'est retiré des accords qui ont été signés en 2015, et à mon avis, il a fait une erreur. Parce qu'en attendant, les Iraniens, justement, ont enrichi de plus en plus leur uranium. Il y a eu un deal qui a été fait avec les Iraniens. La seule chose qui n'était pas complète dans le deal qui a été signé en 2015, c'est les missiles balistiques, qui n'en faisaient pas partie. Et c'est vrai qu'ils devraient en faire partie. Mais on peut le faire en négociant. Voilà. Il faut arriver à des accords politiques. On ne détruira pas l'Iran. S'il n'y a pas les Américains, il sera impossible de détruire les centrifugeuses qui enrichissent l'uranium. Et je ne sais pas si les Américains veulent intervenir directement dans cette guerre. Ce qu'il faut, c'est les pousser à revenir à la table de négociation et à ajouter les missiles balistiques dans ces accords-là. Moi, je pense que c'est tout à fait faisable. C'est faisable. Merci infiniment, Ofer Bronstein. On s'arrêtera sur c'est faisable. On espère de tout notre cœur. Voilà, on espère, bien sûr. Merci infiniment, président et cofondateur du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, bon week-end. Europe 1. Merci beaucoup. Il est 20h44.